Bonjour, heureux de vous retrouver cet après-midi dans votre émission Interview de la semaine. Cette fois, avec quelqu'un qui est parti d'un pays très connu et qui a marqué les esprits il y a quelques années encore, avec un mouvement appelé le Ballet Citoyen. Maître Hervé Kam, oui, le porte-parole du Ballet Citoyen burkinabé est bien notre invité cet après-midi. Il est sur Paris. Maître, bonjour, merci d'avoir cette invitation sur Diaf TV. Bonjour, c'est avec un réel plaisir. Alors, Maître, c'est clair qu'aujourd'hui on vous reçoit pour qu'on fasse un tout petit peu un tour sur ce qu'est devenu aujourd'hui le Ballet Citoyen au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, tel que l'avait défini autrefois un homme qui aujourd'hui est resté une icône de ce peuple burkinabé, Thomas Sankara, pour ne pas le citer. Maître, aujourd'hui, comment se porte le Ballet Citoyen? Écoutez, je peux dire que le Ballet Citoyen aujourd'hui se porte bien. Nous, de l'intérieur, et notre élément de mesure par rapport à la santé du Ballet Citoyen, c'est l'enthousiasme que nous continuons à vivre avec les populations burkinabées. Lorsque nous allons sur le terrain, lorsque nous rencontrons les élèves, les étudiants, les jeunes du secteur informel, lorsque nous rencontrons des personnes plus âgées, et nous voyons que ces personnes-là pensent toujours que le mouvement, le Ballet Citoyen peut faire quelque chose avec eux, pas pour eux, mais avec eux. Et nous pensons que c'est seulement ça l'élément, le vrai élément de mesure. Le jour où nous allons perdre la confiance de ce commun des Burkinabés là, nous allons en ce moment commencer à nous poser des questions. Aujourd'hui, nous continuons à avancer avec eux. Après l'insurrection, après les élections, notre mouvement, comme il fallait s'y attendre, a essuyé de nombreuses critiques. Mais aujourd'hui, les gens se rendent compte que beaucoup de gens gagnaient leur compte à insulter le Ballet Citoyen. Ceux qui ont perdu le pouvoir le tenaient pour responsable. Ceux qui ont gagné le pouvoir voyaient en lui un potentiel danger. Donc à partir de ce moment, c'était très compliqué. Mais comme je l'ai dit, la meilleure inspiration, ça vient de ce Burkinabé qui n'est pas forcément à un niveau où il ne pense qu'à lui-même. Ce Burkinabé qui pense qu'il ne peut avoir aucun intérêt si le pays lui-même n'a pas. Nous, c'est ce Burkinabé-là qui nous intéresse et je peux vous assurer qu'avec ce Burkinabé-là, les liens sont encore aujourd'hui très forts et c'est pour nous non seulement un motif de satisfaction, mais un motif pour rester encore éveillés. Parce que nous avions dit au lendemain de l'insurrection que Blaise Compaoré est parti, mais que le combat ne faisait que commencer. Mais ce combat, on ne le fait pas tout seul. Notre nombre est notre force. C'est ça la devise du mouvement de Ballet Citoyen. Alors, vous parlez donc du nombre qui est votre force. Vous me prêtez là une question. Je pense qu'aujourd'hui, les rangs dans ce mouvement n'ont pas connu un sérieux coup depuis 2014. Un coup, oui, mais un sérieux coup, non. Peut-être même un bon coup. Parce qu'il faut le dire, à un certain moment, il y avait beaucoup d'enthousiasme autour du ballet. Et c'est certain qu'il y avait beaucoup de gens qui sont venus aussi au Ballet Citoyen parce qu'ils pensaient qu'au-delà de tout, le combat du Ballet Citoyen était un combat de « hors-toi que je m'y mette ». Donc ces personnes sont venues en espérant que quand le pouvoir va changer, peut-être que ça sera leur tour. Mais nous, ce n'était pas ça le sens de notre combat. Donc, il y en a qui n'ont pas trouvé leur compte, qui nous ont reproché d'ailleurs de n'avoir pas accepté des postes nominatifs au sein du gouvernement de la transition, puis plus tard au sein du gouvernement du parti qui est au pouvoir aujourd'hui et qui se sont dit ben, ces gens-là, ils ne veulent pas le pouvoir, nous, on n'a pas le temps de mener le combat, ils sont partis. Et nous considérons que ça, c'est un bon départ. Peut-être que c'était très bien même que ces gens-là partent, parce que pour nous, le combat n'est pas un combat de « hors-toi que je m'y mette ». Le combat est un combat de changement de la manière de penser et de vivre. C'est ce combat que, effectivement, le capitaine Sankara a lancé avec ses compagnons.
je dis toujours que la mission de Sankara n'était pas de construire des écoles. La mission de Sankara, c'était pas de construire des routes. C'était pas de construire des hôpitaux. La mission de Sankara, c'était juste de montrer au peuple burkinabé et au peuple africain que tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable par l'homme. Il a dit oser inventer l'avenir. Et nous disons oser l'inventer et inventer l'avenir, c'est tout un chemin, c'est toute une manière de vivre. Et c'est ça que nous cherchons à construire. Maintenant, s'il y en a qui ont pensé que tout de suite, il faut chasser les uns pour prendre le pouvoir et continuer à jouir du pouvoir, c'est pas ça notre objectif. Et nous travaillons à la construction des nouveaux types de Burkinabés, des nouveaux types d'Africains, de ces personnes-là qui pensent que la mission sur Terre, ce n'est pas d'amasser les richesses, mais la mission sur Terre, c'est de rester vivant même après la mort, comme Sankara l'a dit. Merci pour ces clarifications. Mais vous permettez quand même de revenir sur un objectif majeur du balai citoyen qui semble ici en opposition avec ce que vous venez de décrire du balai citoyen. Il s'agissait aussi, par l'idée du balai citoyen, de redonner la possibilité aux Burkinabés d'avoir une meilleure qualité de vie. On est bien d'accord? Oui, mais écoutez, on était dans un pays, et d'ailleurs beaucoup de pays africains le sont aujourd'hui, où quand on parle de démocratie, on résume tout à la démocratie électorale. Est-ce qu'au Burkina, il y a des élections? Oui, il y avait des élections. Législatives, locales, présidentielles. Est-ce qu'au Gabon, il y a des élections? Oui, il y en a. Est-ce qu'au Burundi, il y a des élections? Oui, il y en a. Mais ça, c'est de la démocratie formelle. Le peuple ne se ressent pas, ne se retrouve pas dans cette démocratie. On parle de voter des dirigeants. Mais après, est-ce que ça change la situation du point de vue de l'accès aux services sociaux de base? Est-ce que ça change quelque chose dans le quotidien de ces peuples-là? Et donc, nous disons que ce qu'il faut faire, c'est cette jonction-là entre ce qu'on appelle la démocratie substantielle et puis la démocratie formelle, qui est électorale. Au final, je disais que le but du balai citoyen, c'était de balayer Compaoré, qui, du point de vue des Burkinabés, ne satisfaisait pas, ne répondait pas aux besoins essentiels du peuple burkinabé. Donc, le but n'était pas de balayer Compaoré. Le but, c'était je vais vous expliquer. Le but, c'était justement de pouvoir avoir une démocratie substantielle, une démocratie qui profite aux populations. Balayer Blaise Compaoré était une étape. Voilà, balayer Blaise Compaoré était une étape. Quand vous prenez les objectifs du mouvement, il y a un premier objectif qui est la lutte pour l'alternance. Il y a un autre objectif qui est l'implication responsable des populations dans la gestion de la vie courante. Et un troisième objectif qui est la redevabilité des dirigeants. Et nous disons que ces trois objectifs-là, le résultat qu'on atteint en faisant ça, c'est d'avoir un état de droit démocratique au profit des populations. Maintenant, il se trouve qu'on avait un président qui était là depuis 27 ans, qui avait corrompu la démocratie de telle sorte que les élections produisaient les mêmes résultats. C'est-à-dire que lui était élu et qu'il n'y avait aucun changement dans le vécu des populations. On ne peut pas atteindre l'objectif final qui est le bien-être des populations sans enlever cet élément-là. Là, il a été enlevé. Et le jour où Blaise Compaoré est parti, le 31 octobre 2014, nous avons dit, le plus dur commence. Le grand arbre est tombé, il faut maintenant le déraciner. Que vous pouvez, vous, aujourd'hui, nous faire un état des lieux, 5 ans plus tard, on est en 2019, de cette action? Écoutez, 5 ans plus tard, on se rend compte, on est obligé de faire un constat. C'est que le mal était plus profond qu'on peut le penser. C'est que l'arbre était plus enraciné qu'on peut le penser. Les Burkinabés ont dit, plus rien ne sera comme avant. Et au lendemain de l'insurrection. La situation est que, dans le vécu des Burkinabés, on dira, il n'y a pas de changement. Mais l'élément fondamental que nous, au niveau du mouvement, nous retenons, ce n'est pas qu'en 5 ans, le pain qui coûtait 100
20 francs est passé à 150 francs, nous disons c'est important, mais ce n'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important, c'est l'appropriation de la démocratie par la population. L'élément le plus important, c'est l'engagement conscient des populations par la dans la gestion de la chose publique. Nous, aujourd'hui, quand nous disons nous parlons aux populations, nous leur disons changer de paradigme. Voyez-vous, lorsque vous élisez un député, lorsque vous élisez quelqu'un comme conseiller qui devient maire, comment on l'appelle? C'est le chef. Nous disons non. C'est vous partez voter pour quelqu'un qui devient député, qui devient maire, après devient ministre. Ça veut dire quoi? Qui le fait ministre au finish? C'est vous. Qui le fait député? C'est vous. Donc c'est vous le chef. Et c'est parce que vous allez être engagé, et c'est parce que vous allez les interpeller à respecter leur engagement qui vont changer de comportement. Premier élément. Deuxième élément, nous considérons aussi comme une école de formation politique. Nous disons aux jeunes, engagez-vous. Ne restez plus sur place en disant il faut. Engagez-vous, faites quelque chose. Vous pouvez vous engager dans la société civile, vous pouvez vous engager dans la politique. Mais pour le changement, il ne faut surtout pas qu'il y ait le plus grand nombre de Burkinabés soit dégoûtés de la politique et s'en éloignent. Parce que comme on dit, si les dégoûtés s'en éloignent, il ne restera que les dégoûtants pour le faire. Donc voilà en fait. Et quand on va dans ce sens-là, nous disons 5 ans après, ben, l'espoir est encore là. Parce que les jeunes ne sont pas allés voter et retourner. Non. Ils sont encore debout et nous espérons que ça va continuer. Et que à défaut d'amener ceux qui sont aux affaires à respecter leurs engagements, eh bien on aura une nouvelle classe politique, mais faite de jeunes qui se seront nourris à la sève de l'esprit que Thomas Sankara a légué au peuple africain. Il y a eu un acte que nous avons tous vu qui a d'ailleurs fait le tour du monde à travers les chaînes télé. C'était cette action de balayage des rues au Burkina Faso, de Ouagadougou notamment. Ce symbole de balayage-là, est-ce qu'aujourd'hui vous avez, 5 ans plus tard, l'impression que la symbolique de cet acte est ancrée dans les mœurs au Burkina Faso? Ou encore, quel regard portez-vous aujourd'hui, 5 ans plus tard, sur cet acte de balayage des rues de Ouagadougou après le départ de Compaoré? Alors, le balayage des rues de Ouagadougou, c'était déjà une symbolique. C'était déjà une symbolique qui consistait à dire l'insurrection est terminée. Passons à autre chose. C'était aussi de dire tournons la page. Mais en même temps, la symbolique, c'est qu'on n'a jamais fini de balayer. La réalité, c'est cela. On ne balaye pas une maison et puis ça s'arrête là. C'est pour ça d'ailleurs que non seulement le mouvement il s'appelle le balai citoyen et que le logo du mouvement c'est quand même le balai africain. Donc aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, on regarde ce qui s'est passé depuis 5 ans, on dit mais les saletés, soit elles ne sont pas totalement parties, soit il y a de nouvelles saletés qui sont revenues et qu'il y a aujourd'hui encore, plus qu'hier, la nécessité de continuer ce travail de balayage. Mais le balayage de la rue du 1er décembre n'était que la manifestation d'un symbole. Ça participait aussi à arrêter ce qui peut paraître comme des conséquences qui auraient pu être négatives de l'insurrection. C'est-à-dire que lorsque Blaise Compaoré part, les gens manifestent. Dans ces manifestations, d'autres personnes sont dans la destruction. On dit non, arrêtons tout ça, balayons tout ce qui s'est passé hier, rendons propre notre ville et passons à autre chose. Nous l'avons dit dans l'entente de cette émission, vous étiez le porte-parole, d'ailleurs vous l'êtes toujours,
Absolument. Le Un porte-parole. mouvement à deux porte-paroles. Un mouvement de porte-parole. Vous êtes l'un des porte-paroles. Exactement. Donc, du mouvement, le ballet citoyen burkinabé. Alors, maître, il a été souvent allégué que ce mouvement a été un tout petit peu aidé pour parvenir à ses buts premiers par des forces extérieures. Je pourrais par exemple faire allusion à l'ambassadeur américain de l'époque qui était en place au Burkina Faso. Qu'est-ce que vous dites de ces allégations aujourd'hui? Alors, nous, ces allégations, ce n'est pas le fait que l'on dit que le ballet a été aidé, pour ne pas dire qu'il a été suscité, qui fait mal. Non. Si ce n'était que ça, on va dire, c'est pas un problème. Ce qui fait mal dans tout ça, c'est que c'est la manifestation, en fait, de cet esclavage mental des Africains. Parce que ces allégations sont parties du Burkina. Après, on a vu beaucoup d'activistes africains qui ont soutenu ça sans aucun élément. Mais quand je parle d'esclavage mental, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces Africains-là, ces Burkinabés-là, eux-mêmes, sont convaincus qu'un Africain ne peut rien faire et réussir par lui-même, de lui-même et pour lui-même. Donc, dès lors qu'on voit quelque chose qui réussit, qui est intéressant, même si on n'a aucun élément, il faut qu'il y ait quelque chose, quelqu'un derrière qui ait suscité ça. Et là, bon, au Burkina, on dit non, c'est l'ambassadeur des États-Unis pour dire que ce sont les Américains. Il y en a qui disent c'est Soros. Je peux vous assurer que quand, peut-être c'est une inculture de ma part, mais franchement, au moment où on fait l'insurrection, je ne connais même pas Soros, quoi. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, c'est sans ça que ça fait mal. Parce que ça traduit un état d'esprit. Un état d'esprit de l'être africain qui ne croit jamais en ses propres capacités. Il faut retrouver la personne qui a pu faire ça. Ça ne peut pas être eux, c'est pas possible. Alors que je peux vous assurer que cette affaire a été une réussite tout simplement par l'engagement bénévole de beaucoup de Burkinabés. De beaucoup de Burkinabés qui ont sacrifié leur temps, qui ont sacrifié leurs petits moyens, qui ont sacrifié aussi leur vie. Voilà. Et aussi leur vie. Et donc, quand on va résumer tout ça, quand on va prendre tous ces efforts, tous ces sacrifices, et les banaliser en disant, ce sont les Américains, ça fait mal. Et plutôt, ça fait craindre pour l'avenir. Parce qu'il faut que, pour que nous réussissons, il faut que nous commençons nous-mêmes à croire qu'on peut penser des choses et les réaliser par nous-mêmes sans l'aide de personne. C'est le point de départ, en fait. Oui. Alors, donc, après ce mouvement, on a tous constaté que finalement, un mouvement pourtant très très marqué par l'esprit sankariste, on va constater que, enfin, j'ai envie de dire, je dirais pas malheureusement, je sais pas, je dirais on constatera simplement que c'est encore des anciens alliés, des anciens collaborateurs de Blaise Compaoré que le mouvement vient pourtant de chasser, qui vont arriver au pouvoir. Comment est-ce que cela a été vécu par vous, qui êtes un sankariste? Ben, il y a beaucoup de facteurs. C'est vrai que nous avons toujours dit, et notre rêve est que un jour notre pays soit dirigé par des dirigeants patriotes. Des dirigeants qui, chaque matin, s'ils se réveillent, pensent comme Sankara le faisait, à qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour mon pays. On aurait pu s'attendre à ce qu'au lendemain de l'insurrection, cette ferveur sankariste-là se traduise dans les urnes, mais il y a quand même des facteurs qui peuvent être des facteurs explicatifs. Blaise Compaoré s'en va en 2014, on fait les élections, le fichier électoral n'a pas sérieusement bougé. Le fichier électoral, c'est un fichier électoral qui a été concocté par Blaise Compaoré des années et des années durant, qui inscrivait qui il voulait. Donc on ne peut pas demander
aux électeurs de Blaise Compaoré d'aller élire autre personne. Ceux qui ont pris le pouvoir sont des anciens compagnons de Blaise Compaoré qui ont fait la rupture avec lui. Donc, dans le fichier, ils pouvaient aussi se retrouver parce qu'ils sont aussi partis sur des structures du parti au pouvoir auquel ils appartenaient. Le troisième élément, c'est que, sans doute, que le peuple burkinabé sait aussi faire la distinction entre quelqu'un qui vit et qui pratique l'idéal sankariste et quelqu'un qui se réclame sankariste. S'il ne retrouve pas quelqu'un qui vit et pratique l'idéal sankariste, mais seulement des candidats qui se réclament sankaristes, ben, il peut être méfiant. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer, mais ce qui est sûr et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve dans la jeunesse burkinabé des villes et des campagnes, des jeunes qui pensent que l'avenir de notre pays appartient à eux et que cet avenir-là se construira autour des valeurs prônées par Sankara. Mais ces valeurs-là, il ne suffit pas simplement de les dire. Il faut y croire, il faut le vivre. Et donc c'est ça le plus important, parce que nous sommes convaincus aussi que le changement, ce n'est pas comme l'auto, mais le changement, ça se construit. Et Blaise Compaoré a pris 27 ans pour déconstruire totalement l'idéal sankariste. Cet idéal-là va se reconstruire, mais il ne va pas se reconstruire en un an. D'accord, on a bien donc compris de vos explications comment est-ce qu'on a abouti à ce résultat-là. Mais vous donc, comment est-ce qu'on a vécu? Est-ce qu'on est à un moment donné un tout petit peu déçu? Est-ce qu'on est tout simplement, on va dire, indifférent? Comment est-ce qu'on vivait ça? Est-ce qu'on n'a pas non plus le sentiment qu'on a fait un travail qui n'a pas abouti? Puisque vous qui êtes sankariste, vous qui êtes dans ce mouvement balai citoyen, vous espérez quand même, on peut l'avouer, non, que vous espériez quand même qu'à ce moment-là, ce serait un des vôtres qui allait au pouvoir. Écoutez, ni déçu, ni désespéré. Tout simplement parce que on aurait souhaité. Mais comme je le dis souvent aux camarades, ça veut dire, si on accuse le peuple, mais comment il peut faire ce changement et ne pas exprimer ce changement dans les urnes? On oublie aussi nos propres responsabilités. Est-ce que en 2015, il y avait une alternative sankariste crédible? C'est ça la véritable problématique. Et lorsqu'on fait son autocritique, on est obligé d'accepter que l'alternative sankariste qu'on avait, probablement le peuple ne l'a pas considérée comme étant crédible. Et en ce moment, il faut travailler à ce que l'alternative sankariste soit perçue par les décideurs, je veux parler du peuple, je veux parler des électeurs, soit perçue par les décideurs comme étant une alternative crédible. Donc nous sommes dans cette démarche-là. Une démarche qui consiste à dire on n'abandonne pas, mais une démarche qui consiste aussi à dire on n'accuse pas les électeurs de ne pas savoir ce qu'ils veulent, d'avoir chassé Blaise et donné le pouvoir à ses amis. On s'est dit, faisons notre autocritique. Constatons tout simplement que si le peuple est majoritairement en faveur de l'idéal sankariste et qu'il ne vote pas des sankaristes, c'est que ce qu'il a en face ne le considère pas comme étant une alternative sankariste crédible. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour construire cette alternative-là. Merci. Alors, nous avons aussi pu constater, après l'élection de Marc Kaboré, une grosse fissure au sein du peuple burkinabé. Où en est-on avec le projet de réconciliation du peuple burkinabé depuis l'élection de Marc Kaboré? Alors là, je ne suis pas du tout, pas du tout d'accord avec vous. Parce que moi, je ne considère pas
qu'il y a une fracture au sein du peuple burkinabé. Moi, je considère tout simplement que le Burkina Faso a connu des hommes politiques qui ont posé des actes hautement condamnables et qu'aujourd'hui, les choses ont changé et que pour construire un avenir serein pour notre pays, il faut que ceux qui ont voté répondent. Aucune nation dans le monde ne se construit sur des prétendus, sur l'impunité. Aucune. Aucune nation. Et sous le prétexte de la réconciliation au Burkina, on veut tout simplement accorder l'impunité aux anciens dirigeants. Lorsque vous prenez un cas comme ce qu'on a connu en 1994 au Rwanda, c'était une sorte d'irresponsabilité générale. Des voisins se sont tués, des amis se sont tués. Après, il faut réconcilier les gens. Lorsqu'on prend un contexte comme en Afrique du Sud, des Noirs ont tué des Blancs ont tué des Noirs. Après, ils doivent vivre ensemble. On doit réconcilier. Mais quand on prend un cas comme le Burkina, où est cette fracture sociale? Moi, je vis au Burkina, je cherche toujours cette fracture, je ne la vois pas. Mais par contre, je connais des gens qui individuellement ont commis des fautes. Et ces gens-là doivent répondre. En France, nous y sommes. Après la guerre mondiale, est-ce qu'on a demandé la réconciliation entre les résistants et les collabos? On n'a pas demandé. Est-ce qu'on a demandé la réconciliation entre les nazis et les autres Européens? Jusqu'à aujourd'hui, si vous faisiez partie des forces nazies, si on vous retrouve, on a vu comment des gens ont eu à répondre, les Maurice Popon ont eu à répondre au soir de leur vie. Il n'y a pas de réconciliation. Il y a juste une responsabilité à assumer. Et aujourd'hui, moi je suis toujours choqué quand j'entends ces pays qui se disent amis du Burkina et de l'Afrique, quand j'entends ces organisations qui appellent à la réconciliation au Burkina, je dis mais qu'ils viennent nous dire où est le problème qui appelle cette réconciliation-là. Ils veulent tout simplement que nous fassions la promotion de l'impunité dans notre pays. Et demain, quel message on donnera aux jeunes burkinabés? Que quand vous êtes aux affaires, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Quand vous allez perdre le pouvoir, eh bien, on va faire un gentleman agreement, on va passer tout en perte de profit et vous allez continuer à jouir des avantages à enjamber des corps pour jouir des avantages du pouvoir. Ce n'est pas normal. Et donc, sur cette question, nous, on est très formel. Il n'y a aucune fracture sociale au Burkina. Il y a des hommes politiques qui étaient ensemble, qui se sont séparés et qui ne s'entendent pas. Mais ça, c'est leur problème. Soit ils peuvent s'asseoir entre eux, hommes politiques s'entendent, c'est leur problème. Mais qu'ils s'entendent ou qu'ils ne s'entendent pas, l'État, le Burkina, le pays, doit demander des comptes à tous. Un point, un trait. Alors, s'il n'y a donc pas de fracture sociale, il y a forcément des acquis, n'est-ce pas, qu'on peut identifier et noter à la suite de cette insurrection. Si on devait vous poser cette question, quels sont les acquis que vous aujourd'hui identifiez comme étant des acquis positifs de cette insurrection? Alors pour moi, le premier acquis et le principal acquis, c'est déjà qu'il y a un problème lié à la démocratie formelle dont je parlais tantôt qui est réglé. Je ne pense pas que l'histoire pourra me donner tort quand je dis que dans notre pays, il est désormais impossible de penser que quelqu'un peut arriver au pouvoir et dire que par le jeu des modifications, il va faire au-delà du nombre de mandats limités qu'il va partir. Mais souvent, on oublie l'importance de cet élément-là. Cet élément, moi j'ai dit, ça fait depuis 2015 qu'on a fait les élections. Et quand on parle de politique au Burkina, on parle en termes de jugement des actions du régime. Personne ne parle
de savoir si la Constitution va être modifiée pour que Roch reste président. Personne ne parle de ça. Ça, c'est un dossier réglé. Maintenant, problème d'emploi des jeunes, problème de sécurité, problème de logement, problème de santé. Mais c'est ça qu'on discute. Et pour moi, ça, c'est déjà quelque chose de fondamental. Les gens vont être jugés sur les résultats. Et c'est pour ça que j'ai dit c'est un processus. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand on est au Burkina, il y a des moments, nous-mêmes on se dit, mais est-ce que le pouvoir n'est pas trop dans la rue? Pourquoi? Parce que toutes les questions importantes, la population s'en empare. La population s'en empare. Des grands débats sur toutes les décisions. Sur toutes les décisions. Je parlais tantôt de ce projet de déclasser une forêt pour construire un hôpital qui a été suspendu parce que la population n'a pas voulu. Il y a eu beaucoup de situations comme ça. Et donc, le peuple, finalement, a pris le pouvoir parce qu'il contrôle, parce qu'il veille, parce qu'il s'intéresse. Et la dernière étape, ça sera sans doute que finalement, toute personne, qu'on renforce maintenant les institutions, de telle sorte que quand on est au pouvoir, on soit contraint de faire ce que la population veut. C'est une étape, c'est un processus, mais j'ai dit, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cela. Que désormais, la démocratie chez nous, ça veut dire prendre le pouvoir au service du peuple. Pas un pas sans le peuple, comme le disait Sankara. Que désormais, la démocratie chez nous, c'est que c'est le peuple qui est l'employeur des dirigeants et qui les regarde et qui les contrôle. Est-ce que vous direz, vous, aujourd'hui, que Roch Marc Kaboré est une chance du Burkina après donc, cette insurrection qu'a connue le Burkina en 2014? Non. Non, moi je ne suis pas, d'abord par principe. Par principe, je ne suis pas pour les hommes providentiels. Je ne crois pas. Je vais vous dire une chose qui vient du plus profond de moi-même, et je l'ai toujours dit. Oui. Moi je ne crois pas aux héros solitaires. Donc, déjà ça, je ne dirais pas que Roch était une chance pour le Burkina. Parce que vous l'assimilez à un héros solitaire? Non, je vais dire, même si les résultats étaient bons, je ne dirais pas qu'il était une chance. Même si les résultats étaient bons. Or, aujourd'hui, les résultats ne sont pas bons. Donc, même si les résultats étaient bons, je n'aurais pas dit qu'il a une chance. Donc, je ne peux pas le dire, surtout que les résultats ne sont pas bons. Ceci étant, comme je l'ai dit, nous restons profondément attachés à la démocratie. Juste pour nos téléspectateurs, on veut dire que par résultat, vous voulez dire la situation sociale, économique. La situation sociale, économique, sécuritaire, ça ne va pas. Voilà, ça, c'est clair, ça ne va pas. À partir du moment où ça ne va pas, on ne peut pas dire que celui qui est aux affaires est une chance. Voilà, et que j'ai dit que même si ça allait, on n'aurait même pas pu le dire. Si vous devez faire une comparaison entre l'époque de Blaise Compaoré et celle de Roch Marc Kaboré, qu'est-ce que vous direz? On a toujours un État, on a toujours un président super puissant, ou bien les choses ont quand même changé? Non, là, les choses ont changé radicalement. Et au Burkina, il y a eu un moment sous Blaise Compaoré, on aimait dire si tu fais, on te fait, et il n'y a rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. Oui. Si tu fais, donc, si tu critiques le gouvernement, si tu déconnes, on te fait, ça veut dire on te tue. Et il n'y a rien. Donc si tu fais, on te fait et il n'y a rien. À l'époque de Blaise Compaoré. À l'époque de Blaise Compaoré. On vous ôtait la vie comme ça, impunément. Comme ça, impunément, par plusieurs moyens, mais en tout cas, ou bien on vous enlevait de votre poste de façon arbitraire. En tout cas, on te fait et il n'y a rien. Voilà. Et si, aujourd'hui, quand même, ça n'existe plus. Tu peux faire et il n'y a rien. Donc,
il y a déjà quand même un élément important dans le sens du renforcement de la démocratie. Un autre élément, c'est quand même sur le plan de l'indépendance de la justice, qui est quand même un des piliers fondamentaux de la démocratie, de l'état de droit. Au Burkina Faso, aujourd'hui, on peut quand même dire qu'on a une justice indépendante, mais alors totalement indépendante. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire que le pouvoir politique a perdu, en tout cas s'est délesté de tous les piliers qui pouvaient lui permettre d'influencer la justice. On a rompu le cordon ombilical entre le ministre de la Justice et les parquets. Aujourd'hui, au Burkina, le ministre de la Justice ne peut plus donner des instructions à un magistrat, fût-il procureur. Impossible. Ensuite, le pouvoir politique n'a aucune mainmise sur la carrière des magistrats. Donc, dans notre pays, il y a un dossier, aussi important soit-il, le pouvoir politique n'a aucune mainmise, il ne peut pas donner d'instructions, ni pour, ni contre. Et un magistrat qui va assumer la plénitude de ses fonctions n'a aucun risque pour sa carrière, puisque la carrière des magistrats est gérée par les magistrats eux-mêmes. Donc, du point de vue de l'état de droit, il y a quand même une avancée fondamentale sur ces questions-là. Maintenant, on est quand même dans un contexte nouveau qui est en fait ce domaine, je vais aborder un sujet qui est la liberté en fait. Oui, parce qu'il y a forcément une corrélation entre les deux. La liberté et, enfin, je veux dire, les libertés fondamentales des citoyens. Exactement. Et l'indépendance des magistrats. Oui, non, c'était pas cela. Parce que l'indépendance, elle est là. Et nous disons d'ailleurs aux populations aujourd'hui, attention, si ça ne marche pas au niveau de la justice, n'accusez pas le pouvoir politique. Parce que le pouvoir politique n'ayant aucune mainmise sur la justice, si un magistrat, pour des raisons ou pour une autre, fait mal son travail, il faut que ce soit lui que vous accusez. Parce que ça sera facile pour certains magistrats de se cacher derrière ce qui se faisait avant, de déconner par corruption ou par volonté de s'acoquiner avec le pouvoir politique. Il peut déconner et on va dire ah mais c'est le pouvoir qui s'immisce dans la justice, alors que le pouvoir n'a aucun moyen. Donc il faut que maintenant même nous changeons la mentalité des Burkinabés à leur dire désormais le problème n'est plus au niveau du pouvoir politique, mais au niveau des juges eux-mêmes, parce qu'ils sont totalement indépendants. Mais ce que je voulais dire, du point de vue, c'était plus par rapport à la liberté de presse. Parce que là, oui, on peut avoir un problème, parce qu'au Burkina, la liberté de presse, elle est sacrée. Ce qui s'est passé en 2014-2015 ne se serait jamais passé si on n'avait pas eu l'affaire Norbert Zongo qui a permis à la presse de conquérir en fait sa liberté. Mais il y a le problème de la liberté d'expression, notamment par les moyens des nouvelles technologies qui est quand même un point noir à clarifier jusqu'à présent. Donc au-delà de ça, on peut dire que aujourd'hui, et c'est tout cela que moi j'appelle en fait la démocratie substantielle. Aujourd'hui, dans les faits, il y a quand même des changements. Et ces changements-là doivent permettre maintenant le changement, c'est-à-dire le changement vers un régime que je dirais de rupture, pour ne pas utiliser le mot qui fâche, vers un régime révolutionnaire. Toujours dans ce même registre de ce qu'on peut mettre au compte des avantages qu'aura produit dans cette insurrection de 2014, qu'en est-il de, on va dire, le droit de vote du citoyen burkinabé? Est-il garanti, est-il protégé par la Constitution aujourd'hui? Non, le problème du droit de vote, c'est qu'il était déjà protégé par la Constitution. Sauf qu'il y avait un hiatus entre les proclamations constitutionnelles et les faits. Mais ce que l'insurrection a permis aussi de réaliser, c'est
de faire en sorte que la population s'approprie les élections. Et aujourd'hui, le peuple burkinabé pense qu'on peut changer les choses par les urnes, ce qui n'était pas le cas avant. Sur un potentiel électoral de 10 millions de personnes, il y avait à peine 5 millions qui étaient inscrits. Et sur les 5 millions d'inscrits, il y a à peine 3 millions qui votent parce que personne ne croit aux élections. Mais aujourd'hui, à la faveur donc de ce renouveau démocratique-là, la population, le peuple, la société civile a repris le contrôle des élections. De telle sorte que pour la première fois de l'histoire de notre pays en 2015, quand il y a les élections, tout se joue en une nuit. La nuit de l'élection, disons 24 heures, en moins de 24 heures après les élections, le candidat arrivé deuxième félicite le premier. Pourquoi? Parce que c'est la population qui s'est organisée pour surveiller les élections. Mais pourquoi la population s'organise pour surveiller les élections? Parce qu'elle croit aux élections. Si elle ne croit pas, elle ne s'y mêle pas. Parce qu'elle croit aux élections. Et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. Pensez que nous devons choisir nos dirigeants par les urnes et que nous devons faire en sorte que le résultat qui sort des urnes soit conforme à ce que la population a exprimé. Ça, c'est quand même la première marche vers... C'est un acquis important, ça, non? Ah ben absolument. Et aujourd'hui, nous ne pensons pas que cette ferveur-là puisse retomber. Parce que c'est quand même un des acquis, en fait, de l'insurrection, de faire en sorte que les élections reflètent la volonté du peuple. Parce qu'on s'est rendu compte que pendant longtemps, les élections ont été plus un moyen pour légitimer un pouvoir. Celui de Compaoré. Et celui de Compaoré. Et aujourd'hui, il doit être un moyen pour exprimer la volonté du peuple. Et donc ça, c'est un acquis qui doit être préservé comme des œufs. Alors, vous qui êtes avocat, je ne saurais ne pas vous questionner sur les fondamentaux en matière donc des délits dans tous les pays du monde. Si vous devriez aujourd'hui faire un commentaire sur ce qu'est devenu le code de procédure pénale au Burkina Faso en comparaison avec ce qu'il en était à l'ère de Compaoré, qu'est-ce que vous direz? Mais vous me permettez d'ailleurs de rebondir sur cette question, sur deux choses à la fois. La première est que le Burkina Faso, après l'insurrection, s'est doté effectivement d'un code de procédure pénale, mais qui est un code de procédure pénale très protecteur des droits humains. D'ailleurs, et d'ailleurs d'un code pénal aussi. D'ailleurs, on est toujours dans le procès donc, du coup d'État, où nous, en tant qu'avocats des victimes, nous disons aux accusés qu'ils sont bien heureux, eux, d'être jugés après l'insurrection. Parce qu'ils sont jugés suivant des principes très protecteurs de leurs droits, très protecteurs des droits de l'homme, à la faveur de l'insurrection. Et je pense que dans la construction d'un véritable état de droit, c'est quelque chose qui ne revient pas à l'esprit, ça ne m'était pas venu à l'esprit, vous le lancez, mais qui est quand même un des acquis majeurs. D'accord. Un deuxième point, toujours dans le même sens du point de vue des délits, une des infractions qui, dans tous les pays du monde, et particulièrement, singulièrement dans nos pays, les pays africains, est important, c'est quand même la corruption. C'est quand même la corruption. L'insurrection, là encore, a permis, dans notre pays, de se doter d'une nouvelle loi sur la corruption qui prévoit une infraction qui ne plaît pas très souvent aux Occidentaux, mais qu'on appelle le délit d'apparence. Donc, aujourd'hui, au Burkina Faso, depuis l'insurrection, suivant votre fonction, quand vous occupez certains postes, on peut vous demander de justifier votre patrimoine. Et c'est une infraction. Et nous trouvons que c'est quelque chose de génial. Parce que, comme je l'ai dit,
souvent, les ambitions démesurées amènent les gens à mettre leurs intérêts personnels au-delà de l'intérêt du peuple. Et quand, avec une loi comme ça, on espère que ça va calmer. Pourquoi? Parce que vous pouvez voler l'argent. Mais à quoi ça sert de voler de l'argent que tu ne peux pas utiliser? Donc, ça peut permettre quand même à rendre plus sérieux les gens. Et ça, c'est une loi qui était dans le circuit depuis une vingtaine d'années. Mais qui ne peut pas sortir. Mais à la faveur de l'insurrection, la loi a été adoptée et elle est donc en vigueur. Et actuellement, il y a un ministre qui est donc épinglé à la faveur de cette loi et la procédure suit son cours tout simplement parce que il a reçu des gens chez lui et donc les journalistes ont estimé mais attends cette villa c'est une villa cossue, comment il a fait, et c'est comme ça que l'enquête est partie. Voilà. Alors donc pour rester effectivement dans ce registre des acquis, tout à l'heure vous nous faisiez donc cas de ce que le code de procédure aujourd'hui en cours au Burkina Faso est assez protecteur des citoyens. Si on vous demandait de le commenter en rapport à l'affaire Diendéré, que direz-vous? Alors moi je suis, comme vous l'avez dit, moi je suis avocat, donc c'est vrai que beaucoup de Burkinabés trouvent que d'ailleurs c'est un code trop protecteur, mais j'ai dit que pour la démocratie, pour l'état de droit, pour la communauté, c'est d'ailleurs bien ainsi. Beaucoup de gens pensent par exemple qu'avec tout ce que ces personnes-là ont fait, eh bien, ils auraient dû être condamnés à mort. Il y en a même qui pensent qu'ils ne méritaient pas un procès. On aurait dû faire ce qu'eux ils ont fait aux autres, c'est-à-dire en les exécutant. J'ai dit non. Pour la démocratie, pour l'état de droit, pour l'histoire de notre pays, c'est bien que ces gens-là aient un procès équitable, qu'ils soient sanctionnés s'ils ont fauté, et qu'ils vivent au Burkina pour voir ce que c'est qu'un état de droit démocratique. Ça donne des leçons pour l'avenir. Parce que nous, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, en fait, c'est la construction du futur. Et la construction du futur se fait aussi par l'exemple. Que les Burkinabés qui sont aux affaires aujourd'hui, le gouvernement qui est aux affaires aujourd'hui, il est à l'école. Parce qu'il voit. C'est une période d'apprentissage. Non, c'est parce que je vais dire. Parce qu'il voit ce que les prédécesseurs sont en train de vivre. Et dans leur acte de tous les jours, ils doivent éviter de vivre la même chose. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce qui se passe est merveilleux et qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est comme ça que les gens sauront que quand on est aux affaires, les actes vont vous rattraper quand vous ne serez plus aux affaires. Et c'est ça qui peut les amener à être corrects. Donc, dans le cadre du procès qui se passe actuellement, tout le combat que nous menons, et au nom des victimes, nous disons, les victimes ne veulent pas de vengeance. Les victimes veulent simplement qu'il y ait la vérité et la justice. Que la justice passe. Et à partir de ce moment, toutes les portes restent ouvertes. Et aujourd'hui, notre loi permet de le faire. Parce que si on travaillait peut-être sur les lois de Blaise Compaoré, on allait finir le procès, mais avec un sentiment de justice des vainqueurs. Avec un sentiment que des gens n'ont pas fait quelque chose et qu'ils ont été sanctionnés. Alors que là, ça prend du temps. On a même l'impression que les bourreaux ont plus de droits que les autres, mais au finish, la décision qui va être rendue sera une décision qui aura un effet de catharsis sociale. Voilà. D'accord. Alors, on est très très admirateur de tout ce que vous nous faites comme éloge de ce qu'aura apporté l'insurrection burkinabé en 2014. Mais si vous aviez un bémol à apporter aujourd'hui à la situation de votre pays, qu'est-ce que vous apporteriez? Qu'est-ce que vous diriez comme bémol? Il y a quand même des choses qui sont encore à faire. C'est déjà l'esprit de l'insurrection. L'esprit de l'insurrection. Oui.
Expliquez-nous. Oui, quand on dit l'esprit de l'insurrection, comme ça, on se dit, mais c'est quoi l'esprit de l'insurrection? L'esprit de l'insurrection, c'était déjà un esprit de changement. De changement dans les manières de faire. Malheureusement, on a l'impression que au niveau des dirigeants, ils ne sont pas totalement imprégnés de cet esprit de l'insurrection-là. Et à chaque occasion que personnellement j'ai, c'est de leur dire, écoutez, personne ne pense que vous auriez pu venir, que vous êtes venu au pouvoir, et que dans les 5 ans de mandat là, vous allez changer fondamentalement la situation des Burkinabés. Dans les 5 ans de pouvoir que vous avez, vous n'allez pas donner du travail à tous les jeunes. Vous n'allez pas permettre à tous les Burkinabés d'avoir accès à la santé. Vous n'allez pas permettre à tous les Burkinabés d'avoir accès à l'école. Mais dans les 5 ans, vous pouvez faire ce que Sankara a fait. C'est-à-dire changer radicalement les mentalités. C'est-à-dire mettre le train sur les rails. C'est la seule chose qu'on demandait à ce gouvernement-là. C'est-à-dire venir dans un contexte post-insurrection, dire désormais, voilà comment ça marche dans ce pays. Peut-être dans 5 ans, on ne verra pas les résultats. Mais si le train est sur les rails et qu'il a démarré, il arrivera à destination. Donc c'est ça le bémol. Et effectivement, il y a plusieurs actions qui montrent que les gens n'ont pas compris l'esprit de l'insurrection. Les gens n'ont pas compris le changement que le peuple burkinabé voulait. Et on est toujours dans une situation de politique politicienne où on ne traite pas le mal, mais on prend des calmants. Or, il faut traiter le mal. Traiter le mal, ça peut faire mal. Mais forcément, quand on le traite, ça va guérir. Mais malheureusement, ce sont des considérations politiques. On essaie de saupoudrer, on essaie de faire... C'est ça le bémol pour nous. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez aujourd'hui expliquer qu'est-ce qui justifiait votre démission alors que vous êtes secrétaire général, je crois, du mouvement, du syndicat burkinabé des magistrats en 2006? Ah ouais, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis peut-être que si la magistrature du Burkina se trouvait en 2004, en 2006, dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, que sans doute je n'allais pas démissionner. Parce que comme je l'ai dit, quand j'ai quitté la magistrature, c'est que je suis devenu magistrat par conviction, par amour pour cette fonction, qui est vraiment une fonction honorable. Mais on est parti trouver une situation où il y avait une magistrature très politisée et une magistrature très corrompue. Donc, il faut rentrer dans le système. Il faut être politique, il faut être corrompu pour faire carrière. Dieu merci, on était un ensemble de jeunes magistrats qui venaient d'intégrer le corps et qui avons dit non. Il faut plutôt qu'on essaie de guérir notre magistrature de ces maux qui la minent, c'est-à-dire la corruption et la politisation. On y a cru, on s'est engagé, on s'est battu pendant des années. Et puis à un certain moment, on s'est retrouvé comme étant dans un cul-de-sac. On ne pouvait plus avancer et il fallait changer. Et à partir de ce moment, moi personnellement, qui ne pouvais plus me sentir compte tenu des responsabilités que j'avais eues dans ce corps, j'étais obligé de partir. Parce que soit je partais, soit je changeais. Comme je ne voulais pas changer, je suis parti. Mais en partant, c'était aussi ajouter une corde à l'arc. Parce que de l'extérieur, on pouvait ajouter au combat de ceux qui sont restés dans la magistrature pour l'indépendance. Et je pense que c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui a permis que, juste au lendemain de l'insurrection, les premières réformes concernent la magistrature, parce qu'on ne peut rien dans un pays
sans l'indépendance de la magistrature. Il y a quelques années, hein, notamment une dizaine d'années, vous étiez plébiscité pour intégrer une institution internationale pour le Burkina Faso. Est-ce bien ça? Bon, il y a eu quelques événements comme ça où c'est un peu plus de 10 ans où effectivement voilà, je devais pouvoir organiser et intégrer une institution. Mais ça se passe au moment où je suis toujours secrétaire général du syndicat des magistrats. Okay. Où le syndicat des magistrats a quand même une notoriété importante au sein de la société burkinabé. C'était l'un des syndicats les plus considérés et donc l'un des syndicats les plus forts. Alors, si en ce moment-là, le secrétaire général change, quitte la magistrature pour intégrer la fonction publique internationale, vous comprenez que l'interprétation la plus simple qu'on en fait, c'est qu'il a été acheté. Donc, on lui a donné un poste. Ça produit un effet dévastateur pour la lutte syndicale en général. Parce que moi, je serais parti, un autre secrétaire général serait venu. Mais qui allait faire confiance à ce secrétaire général-là? On allait lui dire, il va faire comme Cam. Il va, excusez-moi le terme, il va gueuler, on va lui donner un poste, il va prendre pour lui, il va partir. Donc, du coup, tu n'as pas fait que te tuer toi-même, mais tu as tué toute la lutte syndicale. Oui. Et après discussion avec mes camarades du bureau du syndicat, on a décidé que le sacrifice en valait la peine. Donc, il fallait renoncer pour permettre à la lutte de continuer. Et je pense que ça a pu servir toujours. Alors, encore deux dernières questions avant de boucler cette interview qui est en train de tirer à son terme. Maître, si au regard de la situation aujourd'hui africaine, vous devez faire un commentaire sur toutes ces insurrections qui ont marqué l'Afrique, qu'est-ce que vous direz? Je pense à Tunisie, je pense à l'Égypte, je pense au Burkina Faso. Qu'est-ce que vous direz? Ben moi, je dis que il y a un temps pour tout. Et je dis qu'aujourd'hui, c'est le temps de la démocratie, mais par les peuples. Et par pays, on a plus ou moins de bonheur, on a plus ou moins de réussite. Mais il ne faut pas voir ces cas individuels-là. Il faut voir que c'est un mouvement d'ensemble. Et que ce mouvement d'ensemble, heureusement, est contagieux. Et que certains vont réussir, d'autres pas, mais que le mouvement est engagé. Et comme je l'ai dit, dès lors que le train de la démocratie est ainsi lancé, rien ne pourra l'arrêter. De plus en plus, on va assister à ça et ça va apporter des changements et très prochainement, le peuple africain va s'approprier sa démocratie. Moi, c'est comme ça et je vois toutes ces choses-là. Il y a eu des luttes au Burundi. Le président Nkurunziza a réussi. Mais comme je le disais aux Burundais, ne vous faites pas tuer, le fruit n'est pas encore mûr. Il a dit que les premières 5 années ne comptaient pas. 5 ans dans la vie d'une nation, c'est tout petit. On verra ce qu'il va dire en 2020. Il va partir. C'est ce qui s'est passé dans d'autres pays. Et donc, en fait, il faut tout simplement que cette flamme-là ne s'éteigne pas. Et je vais vous dire une chose. Ce qui nous a renforcés, nous, au Burkina, c'est qu'en 2015, il y avait beaucoup de situations comme ça en Afrique. Et donc, en 2014, nous, quand on se battait pour le Burkina, on se battait aussi pour l'Afrique parce qu'on disait, si ça passe au Burkina, ça va passer partout. Donc, il ne faut pas que le Burkina serve d'exemple. Et effectivement, le Burkina n'a pas pu servir d'exemple, en tout cas de contre-exemple, puisque ça s'est arrêté. Et la flamme que nous avons reçue de la Tunisie, de l'Égypte, du Sénégal, ben nous l'avons ravivée
et nous l'avons passé aux autres. Et petit à petit, donc ça grandit. Et aujourd'hui, irréversible, de façon irréversible, je peux vous assurer que ces changements-là vont continuer. Et dans tous les pays où on pense que ce n'est pas possible, ça viendra. Parce que c'est un contexte de changement, on n'y peut rien. Ça prendra peut-être un peu plus de temps quelque part que dans d'autres. Personne ne pensait que même cette petite victoire en RDC aurait été possible. Mais ce qui est bien dans ce pays, comme je l'ai dit, 5 ans, 10 ans dans la vie d'un pays, ce n'est pas beaucoup. Ce qui est bien dans ce pays, c'est que Kabila a fini par partir. Et maintenant, ce qu'il faut, dans ces conditions-là, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras. Les Congolais ne doivent jamais baisser les bras. Comme on dit au Burkina, je dis, on a marché, on reste debout. On ne s'assoit pas. On reste debout parce que le changement, c'est toujours sur la durée. Et donc, moi, je suis très optimiste sur ces questions-là. Les échecs des uns, pour moi, c'est en fait la substance nécessaire pour fertiliser les autres luttes. Dites-nous, maître, Sankara restera quand même une icône pour les Burkinabés. Sankara est même... aujourd'hui, Sankara restera aussi une icône pour les Africains. Vous qui êtes donc très attaché à l'esprit sankariste, pensez-vous vraiment que un sankariste, au sens où on le définit, au sens de l'esprit sankariste, ce sera pour demain à la tête du Burkina Faso? Un Sankara, jamais. Parce que, voilà, ce Sankara, il est unique. Un homme burkinabé qui va arriver au pouvoir, qui va s'identifier à Sankara, qui va mettre en œuvre ce que Sankara est venu annoncer, moi je pense que c'est possible. Mais pourquoi je pense que c'est possible? Lorsque vous venez au Burkina et que vous voyez les plus grands sankaristes aujourd'hui sont nés après la mort de Sankara. C'est une prophétie parce que Sankara avait dit, tuez Sankara, demain il y en aura des milliers. Mais effectivement, il y en a eu des milliers et ce sont ces milliers-là qui ont chassé Blaise. Et on ne peut pas penser que dans ces milliers qui ont chassé Blaise-là, un jour, il n'y en aura pas un qui va diriger notre pays. Ce n'est pas possible. Alors, vous êtes en France, vous auriez probablement un petit mot pour la diaspora burkinabé de France. Ce que nous disons toujours à la diaspora burkinabé, africaine, partout, c'est que le morceau de bois a beau durer dans l'eau, il ne deviendra pas un caïman. C'est que, quel que soit là où on est, quel que soit là où on va, on doit s'ouvrir au monde, mais s'ouvrir au monde pour mieux se reconstruire, pour mieux se construire. Et donc cette diaspora-là a un rôle. Et ce rôle, ce n'est pas seulement d'envoyer de l'argent par Western Union, MoneyGram, n'importe quoi. Non, le rôle de la diaspora, ce n'est pas seulement ça. Le rôle de la diaspora, c'est partager l'expérience acquise par le frottement à d'autres peuples au bénéfice de son pays, au bénéfice de ceux qui sont restés. En somme, on ne peut pas faire ça tant qu'on ne maintient pas le lien. Et ce lien-là, il faut toujours que la diaspora le maintienne pour que l'Afrique restée sur place profite de la connaissance que ses fils ont pu accueillir en se déplaçant. Ça a toujours été comme ça en Afrique. Toute la tradition africaine est faite de migrations internes. Aujourd'hui, on a des migrations au-delà de l'océan, qui a existé avant aussi. On a des migrations au-delà de l'océan. Et ça doit servir à quelque chose. Pour que ça serve à quelque chose, il faut que celui qui est parti garde
un pied de là où il est quitté. Ben, merci maître pour vous être prêté au jeu de nos questions-réponses. Cette émission est à présent terminée. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Nous vous disons à très bientôt et à la prochaine. Au revoir.